Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors, en somme, on construit le paradis pour nos futurs descendants et on l'ignore, on n'en a pas conscience. On travaille, on vient, on apparaît sur la planète, et c'est valable pour chaque être humain. Tout être humain qui apparaît, qu'il dure un jour ou 100 ans, qu'il agisse en pensant qu'il travaille que pour lui-même ou pour la collectivité, qu'il se comporte, qu'il travaille pour ce que nous appelons le bien ou ce que nous appelons le mal, c'est la même chose. Il construit cet état de perfection, ce paradis pour nos futurs descendants, de la même manière. Et on voit à quel point des comportements injustes, par exemple, ou des comportements excessifs, vont obliger la société à poser des lois, à faire, à changer les choses, quoi. Donc, on peut dire que ce que l'humanité est aujourd'hui, c'est la totalité du travail de nos frères humains qui ont œuvré sans le savoir à amener l'humanité au point où elle en est aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est pour l'introduction. Et pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios que j'écoute. Bien souvent, c'est des émissions sur France Culture, etc. Et bien là, ça sera la 5e ou la 6e, je ne sais pas le numéro de cette vidéo, mais c'est à propos d'une émission de France Culture qui s'appelait Le régime des passions, à propos de Plotin et l'extase. Voilà. Alors, je lance et puis je digresse éventuellement, j'utilise ce qu'on entend. D'abord, je le découvre en même temps, pour la plupart. Et donc, alors c'est vraiment intéressant parce que ces émissions, ce sont des profs de philo, ce sont des philosophes qui ont une façon d'exprimer les choses qui est magnifique, ce qui n'est pas mon cas. Moi, c'est extrêmement laborieux, ma façon. J'ai pas fait d'études, mes connaissances sont extrêmement réduites. Tout est basé, une grande partie, sur l'intuition. Et donc, c'est intéressant d'avoir peut-être ces deux façons de penser. Et j'espère que ça renverra un petit peu à l'écoute de France Culture et des émissions qui passent, qui pour moi est une des chaînes encore qui a un intérêt pour ses concitoyens. Allons-y. Dans le regard du petit page, dans ce regard qui continue à réclamer son dû. Et donc l'extase zébaldienne, inverse l'extase proustienne, parce qu'elle procède vraiment, et je pense que vraiment tous les romans de Zébald procèdent de ça, de l'idée que d'abord que le passé ne peut pas revenir sous la forme d'une pure présence, et dans une espèce de miraculeuse conjonction qui tout à coup va en vérité abolir le temps, puisque ce qui se libère chez Proust finalement c'est du hors-temps. Un dernier point, puisque vraiment le temps presse, et que je voudrais qu'on finisse en écoutant et Plotin une dernière fois et la parole de celui qui le connaissait vraiment par le cœur, plus encore que par cœur, qui était Bergson, et dont la pensée ou l'antisystème, le système ou l'antisystème est à sa manière une émanation de la pensée de Plotin, et Bergson dont on parlera la prochaine fois. Avant qu'on en vienne là, juste un point quand même, sur les conditions du regard. Plotin dit, on n'a pas eu le temps de le lire aujourd'hui, retranche tout.
enlève tout ce qui te sépare de la vision, c'est-à-dire tout ce qui te sépare et de toi-même et de l'extériorité dont tu ne te distingues plus une fois que tu n'es plus toi-même un moi. Retranche tout, enlève tout. Ce travail-là, comment on le fait? Comment ce travail s'opère? Est-ce que ce travail est comparable à la façon dont un écrivain reprend son texte? Ou bien conserve comme un diamant au milieu d'une mine de charbon une phrase de 10 pages, par exemple? Est-ce que c'est un travail comparable? Est-ce que c'est la même affaire? Non, c'est pas la même affaire que celle de l'écrivain. Et encore une fois, ça ramène un petit peu à la dernière vidéo. Ça rapproche du travail de l'ascète, ça rapproche du travail de Bouddha, ça rapproche du travail du moine zen, ça rapproche du travail du sage soufi qui va expérimenter, qui va lâcher tout son moi, son ego. Ça n'a rien à voir avec le travail de l'écrivain. Le travail de l'écrivain, il a son ego qui est là, il a ses motivations, etc. Il y a des motivations qui sont là, il a des intentions. L'écrivain, c'est recevoir de l'amour de ses lecteurs, etc. L'expérimentateur de l'extase, il peut pas avoir d'intention. C'est en réalité, c'est un travail d'écarter, d'éteindre son ego, d'éteindre le moi, d'éteindre toute cette partie-là pour rester sur la pure contemplation, sur la pure sensation, pour avoir l'esprit, pour vider son esprit de façon à ce qu'il soit pris par le principe créateur. Voilà, qu'il soit animé par le vide qui correspond au divin. Et ce vide qui correspond au divin va faire rayonner le corps, va l'irriguer, l'iriser de cette essence qui est l'amour et qui va faire que il n'y a plus de repères en dehors d'émaner cet amour et de ressentir cet amour, d'être une sorte de réceptacle et de reflet de cet amour qui vient, qui s'incarne et qui repart vers toutes les choses. Pour avoir fait cette expérience de l'extase, eh bien, j'ai vu à quel point les animaux, les autres, ressentent ce qui se passe chez l'extatique. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est du non-verbal. Tout est non-verbal dans cette expérience-là. Bon, voilà. Non, je ne crois pas. Alors, je ne crois pas du tout, parce que ce retranche tout de Plotin, évidemment, vise le corps. C'est pas, elle dit bien que ça n'a rien à voir avec l'écrivain, le travail de l'écrivain, etc. Et c'est ça la difficulté de l'animateur de l'émission, qui il a les qualités propres à l'animateur à celui qui doit passer de Plotin à Sartre, etc., etc. Donc il doit être généraliste. Il peut pas rentrer il peut pas être plotinien en somme dans comprendre Plotin. Pour comprendre Plotin, il faut être rentré dans Plotin comme cette philosophe qui travaille sur lui. Donc c'est comment elle s'appelle, c'est Gwenaëlle Aubry. Voilà, donc il faut être spécialisé d'une certaine manière, il faut être spécialisé du côté de la spiritualité pour le comprendre. Et sinon, oui, le propos
de Raphaël Enthoven, est-ce que ça correspond au travail de l'écrivain? Lui, c'est un écrivain, il veut assimiler Plotin à Proust, mais c'est deux choses différentes. Proust est dans une autre quête. C'est la quête de tout ce qu'il écrit. C'est un psychologue extraordinaire. Il veut comprendre le monde. Il veut être dans le monde. Et Plotin, c'est un autre monde. C'est une autre façon c'est une autre recherche dans la vie. Bon, alors qu'on écrit essentiellement avec son corps. Voilà, c'est pour ça, je le disais tout à l'heure, que l'écriture est une pratique essentiellement vitale. C'est-à-dire qu'on écrit à partir de quelque chose qui est de l'ordre... Dans l'extase, on ne peut pas écrire. De la pulsation organique. Pas seulement, hein, mais je veux dire, c'est ça qui quand même, c'est ça qui fait le rythme, c'est ça qui fait la scansion, et toute la jubilation de l'écriture est là, et dans cette espèce de... Exactement. Justement... Ce que Plotin n'aime pas. C'est tout à fait, et c'est écrire... Pardon. Écrire dans l'état d'extase, on ne peut pas écrire. C'est pas possible. Que dans la semaine que j'ai vécue d'extase, on ne peut pas lire, on ne peut pas écrire, on ne peut que contempler. On ne peut que recevoir, on est un réceptacle, tout simplement. Parce que lire, il faut une intention. Écrire, il faut une intention, il faut se concentrer, il y a cet état de concentration, il n'est pas possible dans l'état d'extase. Oh mon Dieu. Je suis désolé, pardon. Bon. Allez, laisse-moi en Pas paix. Du corps, c'est le corps en partie, c'est le corps en morceaux, c'est le corps sécable, c'est la mécanique corporelle. Mais l'instinct, selon les philosophes, l'instinct, l'étincelle, la simplicité, l'organisation qui l'anime, tous ces termes-là, tous les philosophes qui insistent là-dessus, sont peu ou prou s'inscrivent dans la perspective tracée par Plotin pour le coup. C'est pas une négation du corps, mais c'est un refus de ce que le corps a de mort. Voilà, c'est pas pareil. C'est terrible. Alors, oui, comment c'est le corps comme mort et comme imitation, mais bon, l'affect, les percepts n'ont pas tellement de place quand même ni dans l'intellect ni dans l'un, alors que c'est quand même avec eux aussi qu'on écrit. Bergson, Plotin, Bergson, le mot de la fin à Georges Claes. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que il y a vraiment des niveaux de compréhension chez les êtres humains, même ceux qui ont fait des études, etc. C'est ce que j'ai compris quand je suis allé à la fac, qu'il y a bien sûr que la connaissance est importante, d'avoir le côté universitaire, il est important, mais ça n'a rien à voir avec la philosophie en réalité, selon moi. Par son habitude contemplative, par son ardent désir de s'instruire et de découvrir, par la fécondité de ses connaissances et le besoin d'enfanter qui en est le résultat, l'âme, étant devenue elle-même tout entière un objet de contemplation, voilà. Alors, il parle bien, l'âme, elle devient un objet de contemplation. Il ne dit pas un objet de création, un objet d'écriture, un objet d'intention. C'est un objet de contemplation à ce niveau-là. Naissance à un autre objet. La partie supérieure et rationnelle de l'âme demeure toujours dans la région supérieure du monde intelligible qui illumine et la féconde. L'autre partie participe au temps et à la vie. Dans sa procession, l'âme universelle laisse sa partie supérieure demeurer dans le monde intelligible. De même, l'action procède de la contemplation parce que la contemplation est antérieure à l'action qui ne saurait exister sans elle. Voilà. L'action devient la contemplation. Évidemment, il reste quelque chose dans l'état d'extase.
le corps organique fonctionne. On a faim, on a soif, on doit se reposer, restaurer le corps, etc., etc. On doit bouger, on doit se lever, aller faire ça, etc. Des choses, mais sans intention. Mais on est vécu. Évidemment, il y a une partie qui est en prise avec le monde du temps, mais sans intention. Il y a quelque chose qui l'organisme se vit tout seul, sans aucun problème, mais comme un ver de terre ou un oiseau, ou voilà, il a pas besoin de faire des projets, d'être dans l'intention pour agir. Il y a quelque chose qui l'agit, qui le pousse à agir. S'il en est ainsi, dis-je, il en résulte qu'un acte est plus faible qu'un autre, mais qu'il est toujours une contemplation, de telle sorte que l'action qui naît de la contemplation semble n'être qu'une contemplation affaiblie. Car ce qui est engendré doit toujours avoir la même nature que son principe générateur, mais en même temps être plus faible que lui, puisqu'il occupe un rang inférieur. À nos yeux, l'aboutissement du mysticisme est une prise de contact et par conséquent une coïncidence partielle avec l'effort créateur que manifeste la vie. Cet effort est de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même. Le grand mystique serait une individualité qui franchirait les limites assignées à l'espèce par sa matérialité, qui continuerait et prolongerait ainsi l'action divine. C'est ça. En ce qui concerne Plotin, il lui fut donné de voir la terre promise, mais non pas d'en fouler le sol. Il alla jusqu'à l'extase, un état où l'âme se sent ou croit se sentir en présence de Dieu, étant illuminée de sa lumière. Il ne franchit pas cette dernière étape pour arriver au point où la contemplation venant s'abîmer dans l'action, la volonté humaine se confond avec la volonté divine. Il se croyait au fait. Aller plus loin eût été pour lui descendre. C'est ce qu'il a exprimé dans une langue admirable, mais qui n'est pas celle du mysticisme plein. L'action, dit-il, est un affaiblissement de la contemplation. Bien sûr. Mais il a abouti, à partir du moment où il a ressenti l'état d'extase, même 5 minutes, peu importe, mais parce que c'est l'aboutissement absolu, mais il n'y a plus, qu'il y ait une action, qu'il y ait des actions ordinaires de respirer, voilà, il faut que tout fonctionne, il faut le système organique fonctionne, il n'a pas besoin d'intention, il n'a pas besoin, mon cœur n'a pas besoin d'intention pour battre, mes poumons pour respirer, etc. Tout ça, ça passe hors de la conscience, c'est pas, y a pas besoin d'intentionnalité. Et Plotin a atteint cet état-là, bien entendu. La seule chose, c'est que il l'a. La seule chose, c'est que je sais pas ce que je voulais dire. Il n'est pas douteux que les plus grands mystiques aient passé par des états qui ressemblaient aux divers points d'aboutissement du mysticisme antique. Mais ils n'ont fait qu'y passer, se ramassant sur eux-mêmes pour se tendre dans un tout nouvel effort. Ils ont rompu une digue. Un immense courant de vie les a ressaisis. De leur vitalité accrue s'est dégagée une énergie, une audace, une puissance de conception et de réalisation extraordinaire. Créateur par excellence est celui dont l'action intense elle-même est capable d'intensifier aussi l'action des autres hommes et d'allumer généreuse des foyers de générosité. Les grands hommes de bien sont ceux dont l'héroïsme inventif et simple a frayé à la vertu des voies nouvelles. Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué
que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Bien sûr. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Georges Claes. Donc, Georges Claes, c'est un conteur absolument merveilleux, faut le dire, et ça fait longtemps qu'il travaille sur France Culture ou sur d'autres chaînes. C'est magnifique de l'écouter. Voilà. Donc, oui, la nature nous informe quand on a atteint, et donc elle dira quand on aura atteint l'état de perfection. On le sait, et c'est clair que c'est la joie. Alors voilà, le monde, est-ce qu'il est joyeux aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler de joie? Bien entendu, il y a des joies individuelles. Là, par exemple, je suis joyeux, malgré tout. Le fond de moi est joyeux, mais parce que je vis dans un monde à peu près serein, j'ai pas de difficultés immenses, donc je peux être dans la joie. Mais une grande partie de mes frères humains souffrent, sont maltraités, sont dans la terreur de la guerre, dans la terreur de l'asservissement. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est l'humanité dans sa totalité qui doit atteindre la joie. Et elle l'atteindra, la joie. Elle parviendra à ça. C'est qu'une question de temps. Voilà, pour Plotin, pour la première émission que je voulais faire sur Plotin. Mais je pense qu'on va retrouver... il y en a d'autres. Je crois que j'en ai vu passer d'autres qui ont été animés par Adèle Van Breit. Et on va essayer de continuer un petit peu sur Plotin, d'avancer, voilà, sur cette puissance sur cette puissance mystique. Et le mystique, c'est pas de l'ordinaire, c'est pas du Proust, c'est autre chose. Proust, c'est génial pour plein de choses, etc. Mais c'est un autre monde, le monde de Maître Eckhart, voilà, des grands mystiques comme ça qui sont allés dans l'expérimentation de l'extase. C'est un autre monde. Voilà, je vous dis à très bientôt, et donc si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ce que ces vidéos soient un peu vues, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez travailler pour l'espace si vous avez des compétences techniques ou pour le référencement ou des choses comme ça, vous êtes les bienvenus, et c'est avec plaisir que voilà, ou même pour faire évoluer le site mécaniqueuniverselle.net, et vous pouvez aller donc le visiter, ce site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Et maintenant, il y a un petit espace pour les dons, vous pouvez savoir exactement à quoi pourraient servir les dons s'il y a des dons qui arrivent. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.